Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Ça se passe sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui, tranquille. Alors, on parle de quoi? On repart combien d'années en arrière? Bon, on repart 99 ans en arrière pour parler d'une découverte majeure de l'égyptologie, cette science qui s'intéresse justement à l'Égypte antique. Il faut savoir que le 4 novembre 1922, un égyptologue anglais va entrer dans la postérité. Il s'appelait Howard Carter. Et c'est lui qui va faire une découverte majeure dans l'histoire de l'égyptologie. Il va être celui qui va découvrir la tombe de Toutankhamon. Alors, Toutankhamon, c'est de tous les pharaons égyptiens, c'est celui que l'on connaît le mieux. Parce que c'est celui dont on a, au moment de la découverte de sa tombe, la plupart des éléments qui étaient quasiment intacts à leur découverte en 1922. Et donc, à partir de là, cela a permis de véritablement mieux connaître encore l'égyptologie. Et puis, l'autre élément de Toutankhamon, c'est qu'il y avait évidemment plein d'éléments qui ont été découverts. On estime qu'il y aura environ plus de 5000 pièces qui étaient présentes dans la chambre funéraire. Et donc, à partir de là, il faut savoir qu'il aura fallu les répertorier, connaître leur rôle. Et cela aura pris près de 10 ans à Howard Carter d'essayer d'abord d'évaluer tous ces objets-là et de les répertorier et d'essayer d'en comprendre l'usage. Alors, maintenant, pour bien comprendre comment Howard Carter a abouti à cette découverte, comme je le disais, majeure, il faut tout part d'abord de 1922. Il faut savoir que l'Américain Theodore Monroe Davis, qui était aussi un archéologue américain, avait une concession, notamment la concession dans la vallée des Rois. Il faut savoir que déjà depuis bien avant 1922, on savait que dans la vallée des Rois se trouvaient la plupart des sépultures, soit des pharaons, soit des hauts dignitaires de l'Égypte antique. Et malheureusement, c'est aussi une zone où on avait deux types de fouilles. On avait des fouilles officielles, à partir desquelles l'État égyptien donnait des concessions à des archéologues pour faire des fouilles. Et la découverte des fouilles était bien entendu la copropriété et de l'État et de ces archéologues-là qui pouvaient en tirer des revenus très importants. Et puis, il y avait aussi des fouilles illégales où il y avait des pilleurs de tombes qui, évidemment, venaient de manière tout à fait illégale entrer dans les tombes et essayer de voler des objets. Et donc, il faut savoir donc que dans la vallée des Rois, lorsqu'on est en 1922, environ, depuis déjà une quinzaine d'années, des archéologues font des fouilles là. Et l'Américain Theodore Monroe Davis, qui avait une concession, va d'abord essayer de fouiller dans la zone durant une douzaine d'années, et même durant cette période-là, il va quand même faire la découverte d'une trentaine de sépultures, mais ces sépultures étaient d'importance moindre. Et il va donc décider d'abandonner, et pour cela, il va ensuite céder sa concession à un Britannique qui s'appelait Lord Carnarvon en début de 2015. Et ce dernier, justement, lui, il veut cette concession parce qu'il est persuadé que la vallée des tombes a encore des trésors cachés, encore des secrets qu'il faudrait découvrir. Et donc, il faut également comprendre que Lord Theodore Monroe Davis, qui avait cette concession, en réalité, il avait plusieurs fois fait des fouilles à côté de la tombe de Toutankhamon sans s'en rendre compte. En particulier entre 1905 et 1906, notamment au niveau de la zone KV54, on va découvrir notamment une cache dans laquelle on va retrouver les vestiges de l'embaumement de Toutankhamon, donc les éléments avec lesquels on l'avait embaumé. Parce que, bien entendu, lorsque le pharaon était enterré, les éléments avec lesquels on avait embaumé son corps étaient également enterrés, mais pas dans la même sépulture, dans une sépulture juste à côté. Et donc, Theodore Monroe Davis va découvrir l'endroit où on avait... On n'a pas enterré Toutankhamon dans une pyramide. Si, on l'a enterré dans une pyramide. Et donc, les gars, ils avaient des concessions de pyramides. Oui, dans Qui leur donnait ça?
c'est l'État égyptien, comme je le disais. Donc, dans la zone de Luxor, il faut savoir que la vallée des rois s'étend sur une trentaine de kilomètres. Et donc, il y a des dizaines et des dizaines de pyramides dans cette zone-là. Et il faut aussi comprendre que les pyramides n'étaient pas seulement le lieu de sépulture des pharaons. On avait aussi des hauts dignitaires égyptiens, de hauts fonctionnaires qui avaient des pyramides, mais pas de la même taille ni de la même importance que celle des pharaons. Et donc, au niveau de la zone de la concession KV54, on va retrouver justement les éléments avec lesquels on avait embaumé le roi Toutankhamon. Et à partir de 1909, évidemment, il va abandonner les recherches dans cette zone-là. Et puis, lorsque Lord Carnarvon va prendre concession à la suite de Theodore Monro Davis en 1915, il va faire des recherches jusqu'en 1917. Et puis, lui aussi, il était presque en train d'abandonner lorsque il va croiser à l'automne 1917 un autre jeune archéologue qui s'appelait Howard Carter. Et celui-ci va le convaincre de continuer de fouiller cette zone. Et donc, il va lui remettre la concession. Il va lui donner le droit de continuer les fouilles, à condition, évidemment, de l'informer de l'évolution de chaque fouille. Et puis donc, lui, il va reprendre normalement les fouilles à partir de 1922 et il va notamment faire une chose qui était intéressante au Howard Carter, c'est-à-dire qu'il va regarder sur la concession et il va se rendre compte qu'à l'emplacement même de là où il y avait les cases des ouvriers, on n'avait jamais fouillé en dessous. Et donc, il va se dire, puisqu'on a fouillé tout autour des parcelles dans lesquelles on avait établi les camps des ouvriers, on va donc faire quelque chose, on va donc déplacer les camps des ouvriers et on va aussi regarder dans cette zone-là. Et donc, à partir de là, il va se mettre à fouiller en dessous de ces cabanes des ouvriers-là. Et le mercredi 1er novembre 1922, il va donc débuter ce travail de fouille. Et le 4 novembre, un de ces ouvriers qui s'appelait Hussein Abel Rassoul va découvrir une première marche d'escalier qui s'enfonce sous le sol. Et donc le lendemain, le 2 novembre, 12 marches vont être dégagées et ces marches-là vont laisser apparaître le haut d'une porte dont les sceaux seront estompés des sceaux royaux, même si cela était encore peu lisible. Et donc, lorsque Howard Carter va déchiffrer ce sceau-là, il va se rendre compte qu'il a fait une découverte très, très importante. Et donc, le 6 novembre, il va envoyer un télégramme crypté à Lord Carnarvon, qui séjournait en Angleterre, et il va lui dire qu'il a fait une découverte extraordinaire dans le fait qu'il a découvert une tombe somptueuse avec des sceaux intacts. Et donc, il va décider de ne pas entrer dans la pièce, mais attendre le retour de Lord Carnarvon pour qu'ensemble, ils puissent évidemment pénétrer dans la pièce, puisque Lord Carnarvon est celui qui était le détenteur de la concession. Et donc, le 24 novembre, au retour de Lord Carnarvon, qui est arrivé normalement le 23, le 24, donc, les fouilles reprennent. Et donc, la totalité de la rampe d'escalier va être dégagée et on va maintenant véritablement bien voir les sceaux apparaître distinctement. Et à partir du déchiffrage de ces sceaux-là, ils vont découvrir avec beaucoup de bonheur qu'il s'agissait de la tombe de Toutankhamon. Mais malheureusement aussi, ils vont découvrir qu'en réalité, d'autres personnes, notamment certainement des pilleurs de tombes, avaient déjà visité cette tombe de Toutankhamon. Mais il faut bien comprendre que dans la chambre de Toutankhamon, il y avait l'escalier qui permettait d'accéder dans la zone funéraire. Puis, il y avait une antichambre. Et c'est dans cette antichambre-là qu'il y avait certains objets de Toutankhamon, notamment dans cette partie-là, on mettait en général les objets du quotidien de Toutankhamon. Et ils avaient pénétré, mais ils avaient pris quelques objets. Et donc, eux, ils vont être un peu déçus qu'il y avait des gens qui étaient entrés, mais fort heureusement, ils n'avaient pas pris grand-chose. Et donc, le 25 novembre, ils vont ouvrir véritablement cette porte-là de l'antichambre et ils vont découvrir évidemment
un tunnel, un deuxième tunnel. Et dans ce tunnel-là, ils vont le déblayer. Et le 26 novembre, ce tunnel va être dégagé et ils vont pouvoir pénétrer dans la pièce, bien entendu, en prenant certaines précautions. La première, c'était d'abord, ils avaient l'habitude, comme il n'y avait pas de détecteurs de gaz à l'époque, donc pour savoir s'il y avait du dioxyde de carbone dans la pièce, parce que le dioxyde de carbone est dangereux pour l'organisme, ils allumaient une bougie et ils la mettaient à l'intérieur. Si la bougie s'éteignait, ça veut dire qu'il y avait du dioxyde de carbone dedans. Et donc, ils vont faire cela, ils vont se rendre compte qu'évidemment, le milieu n'était pas nocif pour eux et donc qu'il n'y avait pas de dioxyde de carbone. Et donc, ils vont décider de dégager aussi cette partie-là. Et le 28 novembre, un passage va être creusé et là, ils vont aboutir à une troisième porte. Et là, c'est marqué justement la chambre funéraire. Et donc, à partir de là, ils vont l'ouvrir et découvrir que en réalité, là, ils accédaient à la chambre du roi, à la chambre de Pharaon. Et donc, Carter décide de notifier, de révéler officiellement la découverte de la chambre de Toutankhamon le 29 novembre 1922. Mais évidemment, malheureusement, cette date-là va être un peu, si tu veux, l'actualité en réalité va malmener cette annonce officielle puisque le même jour il y aura évidemment l'éviction du roi Fouad Ier dont les relations vont être tendues avec les Britanniques et donc il va y avoir donc du fait de cette tension diplomatique entre l'Égypte et l'Angleterre, on va même assister dans la même période à l'arrestation de certains ressortissants britanniques qui sont en Égypte et donc tout ça va faire que en réalité la découverte de Howard Carter va un peu être mise de côté. Et donc, il va donc repartir à Londres et ce n'est que le 30 novembre que le journal londonien le Times va révéler, notamment au grand public britannique, puis au monde entier, la découverte de Howard Carter. Qu'est-ce que les gars cherchaient dans les tombes? C'était juste des questions historiques ou bien il y avait d'autres choses qu'ils cherchaient dans ces tombes ou bien c'était juste pour de la science? C'est pour plusieurs raisons. La première, d'abord, c'est une raison scientifique parce qu'on veut comprendre comment est-ce que les Égyptiens vivaient avant. Il faut savoir qu'on n'a plus de maisons égyptiennes, on n'a plus de textes égyptiens, il n'y avait pas une grande bibliothèque dans laquelle on pouvait comme ça trouver des informations relatives à l'Égypte antique. Ce qui est intéressant, c'est que le pharaon, lorsqu'il est enterré, il est enterré avec les objets du quotidien qu'il utilisait. Il est enterré en or. Bien sûr, c'était quand même le pharaon, le représentant de Ra. Et donc, du Dieu vivant, c'était le Dieu vivant. Et il y avait également des trésors, évidemment, de l'argent, de l'or, des bijoux, etc. Et donc, ça permet, là aussi il y a maintenant un aspect pécunier, puisque la découverte de ces richesses-là va permettre aux archéologues de gagner de l'argent et de justifier des éventuels financements par des mécènes, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, il n'y avait pas de financement public de recherche archéologique. C'était des mécènes, on avait des scientifiques qui faisaient le tour de grandes fortunes pour leur demander de bien vouloir financer leur recherche. Et en échange, une fois qu'ils avaient fait des découvertes, le fruit de ces découvertes-là leur était rétrocédé en partie pour, en quelque sorte, amortir l'investissement qu'ils ont fait, ou comme retour sur investissement. Et donc, à partir de là, évidemment, Lord Carnarvon, Howard Carter, tous ces archéologues, là, évidemment, eux vont faire la même chose. Bon, maintenant, il faut savoir que Lord Carnarvon, par exemple, lui, il n'a pas touché grand-chose en réalité. Pourquoi? Parce que déjà, on fait la découverte en 1922 et en mars 1923, il décède dans des circonstances un peu étranges. Et même cette mort-là va donner par la suite naissance à toute une mythologie concernant la malédiction des pharaons qui va être reprise dans la littérature anglaise. On a des artistes, des écrivains tels que Sir Conan Doyle, celui qui est qui a fait Sherlock Holmes. Qui a fait Sherlock Holmes. On a Agatha Christie
Sesti aussi, qui va écrire... 10 petits nègres. Voilà, qui va écrire notamment La malédiction de la momie. Donc, la mort de Lord Carnarvon va, si tu veux, alimenter par la suite le mythe selon lequel ceux qui sont entrés dans la tombe de Toutankhamon avaient été maudits et tout cela. Mais c'était n'importe quoi, puisque, par exemple, Howard Carter, lui, il est mort 17 ans après. Sa fille, qui était présente à l'époque, elle avait 17 ans, elle est morte 53 ans après. Donc, on sait qu'évidemment, tout ça aussi a joué parce que le cinéma, au début du XXe siècle, puis il y a même quelques années, on a vu une série de films sur la momie et tous les momies. En fait, toute cette dramaturgie-là a ressurgi. Et donc, il faut savoir que dans la salle de Pharaon, déjà, il y avait plus de 5398 pièces, rien que dans le tombeau. Si on ajoute le tombeau et l'antichambre, on tourne à plus de 12 000 pièces. C'est la raison pour laquelle, je l'ai dit au début de mes propos, il aura fallu près de 10 ans à Howard Carter, rien que pour pouvoir répertorier. Parce qu'il ne suffit pas de dire voici tel objet, il faut déjà comprendre à quoi il sert, quel est son rôle et donner les caractéristiques et autres. Et donc ça demande un travail minutieux. Cependant, il faut savoir que sur ces 5398 objets, 1700 de ces objets sont exposés encore aujourd'hui dans la grande mosquée, dans le grand musée égyptien du Caire. On peut aujourd'hui aller regarder, voir le sarcophage de Toutankhamon. On peut même voir son corps parce qu'on a construit un sarcophage dénudé d'oxygène dans lequel repose le corps de Toutankhamon. Pour ceux qui ne connaissent pas Toutankhamon aussi, il faut que je l'explique, que Toutankhamon, c'était le fils d'Amenophis II, c'était le dernier des pharaons avant ce qu'on appelle les pharaons ramsériens, donc la série des Ramsès. Il faut savoir que les ramsériens vont décider, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a mis du temps avant de découvrir la tombe de Toutankhamon, pour deux raisons. D'abord, son règne était extrêmement court. Il est arrivé au pouvoir en 1333 avant Jésus-Christ. Il avait 9 ans et il va régner jusqu'à son âge, jusqu'à ses 18 ans. Et même aujourd'hui, on ne connaît pas exactement les circonstances de sa mort. Il y a 2 hypothèses majeures qui sont reprises par les scientifiques. Une première, c'est celle qui dit que il serait mort au combat. Alors, il donne pour preuve qu'il avait un trou dans le crâne, et ce trou-là, selon les tenants de cette version-là, serait à l'origine de sa mort. D'autres disent non, le trou dans le crâne est en réalité un trou qu'on a fait dans le cadre du traitement, de la momification de son corps, et que cela n'est en aucun cas l'origine de sa mort. D'autres disent plutôt qu'il souffrait de multiples maladies, dont notamment l'hémophilie qui était la principale de ces maladies. Et puis la deuxième, c'est que comme les pharaons, si tu veux, on préservait la pureté du sang, et donc les pharaons faisaient des enfants entre eux, donc on avait une très forte consanguinité avec toutes les conséquences que l'on connaît aujourd'hui sur ça, et c'est ce qui explique qu'il avait une santé extrêmement fragile, et c'est cette fragilité-là qui ne va pas lui permettre notamment de vivre très longtemps. Et donc, lorsque les Ramsériens vont arriver au pouvoir, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont décréter que toute la période, donc, des descendants des pharaons qui les précédaient étaient des hérésiens, des hérétiques, pardon, et donc ils vont en quelque sorte essayer de gommer cette présence-là. C'est ce qui explique que la tombe de Toutankhamon était au milieu de tombes, par exemple, de hauts fonctionnaires, parce que normalement, le pharaon avait leur remplacement à eux, mais ce que les Ramsériens vont faire, ils vont installer des sépultures de personnalités moins importantes dans la société égyptienne, en quelque sorte pour noyer, si tu veux, ces pharaons-là dans l'oubli. Et malheureusement pour eux, plus de 3000 ans après, on va découvrir la tombe de Toutankhamon. Et puis, il y a aussi, évidemment, comme j'en ai parlé ici, toute une série d'idées qui sont véhiculées concernant une soi-disant malédiction. On sait qu'il n'en est rien. Par contre, on en sait un peu plus sur les causes. Parce qu'il y a certains ouvriers qui sont morts quelques mois après la découverte de la tombe de Toutankhamon. Comme je dis, Lord Carnarvon, lui, il est mort d'une infection au niveau du visage qui va entraîner une septicémie mortelle. On sait que
En fait, c'était des champignons qui se trouvaient dans la chambre du pharaon. Ces champignons-là provenaient des fruits qui avaient été entreposés là au moment où le pharaon est mort. Donc, 3000 ans après, ces fruits-là se sont totalement pourris et cela a donné des champignons en fait qui avaient envahi l'ensemble de la pièce. Et ce sont ces champignons-là qui vont créer des réactions immuno-allergènes chez certaines personnes qui sont entrées dans la pièce et dont Lord Carnarvon qui sera mort le 23 mars 1923, donc un an après. Donc, on sait aujourd'hui que voilà une des causes de cela. Et donc, jusqu'à présent, du fait de la richesse des objets, du nombre important d'objets, de leur richesse, eh ben, Toutankhamon aura été, la découverte de la tombe de Toutankhamon aura été celle qui aura fait pour la postérité le pharaon le plus célèbre, puisque c'est le plus connu, c'est le mieux connu, pas le plus connu, le mieux connu, donc parce qu'à partir des objets que l'on a retrouvés, et c'est celui-là qui va permettre également de faire une avancée majeure dans la découverte en égyptologie. Merci Jean-Paul qui revenait dans le brin d'histoire ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On aura donc l'occasion de parler des pharaons dans beaucoup de deux rubriques. Ouais. Ça intéresse beaucoup de personnes. Merci à tous les auditeurs. On se retrouve dans quelques minutes dans le Da Fresh Morning. Le temps pour nous de faire une petite pause en publicité. Urban FM 104.5.